Salut! Le thème de cette vidéo a été principalement inspiré par ma première lecture de l'année. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est pour ça que je ne voulais pas mentionner pendant mon bilan de janvier, parce que je voulais pouvoir vous en parler maintenant. Et en fait, en discutant avec une copine, je me suis rendu compte que ce serait sympa de vous faire une espèce de vidéo sur le thème amour versus contre-amour. Donc ces livres qui parlent d'amour et ceux qui parlent du contre-amour, de ce qui est à l'inverse de l'amour. Et du coup, je me suis dit que ce serait un thème un peu sympa à explorer avec des titres que j'espère vous n'avez pas vus ailleurs, ou en tout cas dont on parle assez peu à mon sens. Et du coup, j'avais envie d'explorer ça avec vous, et donc on va commencer tout de suite par le côté amour. Première lecture de l'année, et donc celle qui a inspiré cette vidéo, c'est The Everlasting d'Alix E. Harrow, qui n'a pas encore été traduit en français, mais ça devrait pas tarder parce que Hachette, la maison d'édition, a traduit quasiment tous les autres livres de l'autrice, donc je pense qu'on devrait avoir celui-ci dans les mois à venir. Il faut savoir qu'il a été publié en 2025, fin 2025, donc il faut qu'on attende encore un petit peu. Si jamais vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, moi ça m'intéresse et je pense que ça peut intéresser d'autres personnes aussi. Du coup, l'histoire de The Everlasting, c'est quoi ? C'est l'histoire d'un jeune universitaire qui s'appelle Owen, qui vit dans une nation qui s'appelle Dominion et qui ressemble très très fortement à l'Angleterre qu'on connaît. Et du coup, cette nation, en fait, est un empire colonial. Owen est un vétéran de la guerre qui ressemble très très fortement à la Première Guerre mondiale. Et il est un universitaire un petit peu mal vu. Il est pas très aimé, son sujet n'est pas forcément le plus intéressant d'après les autres, parce que lui, en fait, il est obnubilé par la figure d'Una Everlasting. Una Everlasting, qui est un peu le symbole de la nation. C'est une chevaleresse qui a vécu un millénaire plus tôt et qui en fait est devenue chevaleresse après avoir été orpheline. Elle a combattu des monstres, combattu des dragons, elle a conquis des pays, tout ça par amour pour sa reine, et elle est même morte pour elle, et c'est en fait cette figure qui fait que Dominion a su continuer son expansion, et c'est sur ce symbole que la nation s'est construite. Du coup, Owen, il est vraiment obnubilé par cette figure, et en fait, par un concours de circonstances, il va se retrouver envoyé dans le passé, parce qu'il va apprendre que la personne qui a écrit l'histoire d'Una Everlasting, c'est lui. Donc, on se retrouve dans une boucle temporelle, et là, je vous avoue, moi je l'avais pas vu venir. Je suis même pas sûre d'avoir lu le résumé, parce que c'est mentionné dedans, et je pense que si j'avais vu que c'était mentionné, je serais passée à côté, parce que moi, les boucles temporelles, c'est pas que c'est pas mon truc, mais je trouve que c'est souvent très très mal fait dans les livres, ou dans les films, ou dans les séries. Donc j'étais un petit peu dans quoi je m'embarque ? J'ai finalement continué ma lecture et j'ai bien fait, parce que je trouve que l'autrice a vraiment vraiment bien géré la boucle temporelle pour le coup. C'était pas trop redondant dans le sens où c'est une boucle. Donc le principe, c'est qu'on revit les mêmes passages, sauf qu'elle a réussi à rendre ça plus pertinent, dans le sens où elle a changé de point de vue, elle a changé quelques éléments, elle a commencé aussi à dévoiler le cœur de son intrigue, qui du coup est beaucoup plus profond que ce qu'on peut penser. Ça va parler de propagande, ça va parler d'histoires écrites par les vainqueurs, ça va parler de colonialisme aussi, ça va parler de pouvoir, ça va aborder vraiment beaucoup de choses, et ça en fait un roman qui est très vaste dans ses thèmes explorés, et évidemment ça va parler d'amour, puisque c'est le cœur du roman, c'est comment Owen et Una sont liés, comment en fait leur relation va les faire évoluer en tant que personne, et comment elle va leur donner envie d'aller plus loin, de se sortir en fait de cette boucle, de casser un peu tout ce qui a pu les briser auparavant, et c'était vraiment très chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé aussi que c'était très rafraîchissant dans le sens où on a du coup la figure de la chevaleresse qui est opposée à la figure de l'universitaire. Donc Owen est au début considéré comme un lâche, un homme qui préfère ses bouquins à la présence des autres, qui est très timide, très réservé, qui est du coup pas du tout
qui ne correspond pas du tout en tout cas au standard viril. Una à l'inverse est une femme très grande, très forte, très musclée, qui a l'habitude d'avoir ce qu'elle veut, qui n'est pas trop dans le sentiment, qui est plutôt dans l'action. Et du coup, ce changement de dynamique est vraiment très chouette. Ça apporte des choses auxquelles je m'attendais pas du tout dans leur relation. J'avoue que j'étais un petit peu étonnée. Enfin, j'étais assez... j'ai trouvé que l'autrice a joué ça d'une manière assez rafraîchissante. C'est encore quelque chose que j'ai vraiment très peu vu dans mes lectures. Donc ça, c'était vraiment très chouette. Et voilà, il y avait une... Si vous aimez les légendes un petit peu comme la table ronde, enfin, je me rapproche beaucoup de ça parce qu'il y a quand même beaucoup de similitudes entre la légende de la table ronde et certains événements de de The Everlasting. Et voilà, moi ça m'a enchantée. J'étais contente d'avoir un récit un peu médiéval on sent qu'il y a de la recherche, on sent qu'il y a quelque chose qui a été vraiment pensé. Tous les fils finissent par se connecter. Il y a des rebondissements assez réguliers et même si ils sont pas forcément ultra surprenants, genre on va pas rester la bouche collée au parquet, c'est quand même très bien fait et moi j'ai trouvé ça vraiment chouette, donc je voulais vous en parler aujourd'hui et du coup j'espère que ça vous a donné envie de le lire parce que c'était vraiment une très très bonne lecture. Deuxième livre de cette sélection, je vais vous parler de Maurice d'Edward Morgan Foster qui est sorti en 1971 et en fait il faut savoir qu'il a été publié à titre posthume par choix de l'auteur qui ne voulait pas faire face aux répercussions de cette publication puisqu'il a été écrit dans les années 1910 dans une Angleterre encore assez puritaine qui pénalisait l'homosexualité. Et du coup ça vous spoil un peu l'histoire. Maurice, c'est l'histoire de Maurice, un jeune homme d'une classe plutôt aisée qui va en fait découvrir à son adolescence qu'il n'est pas très attiré par les femmes, lui ce serait plutôt les hommes. Il va faire ses études à Cambridge et en fait il va avoir une espèce de relation platonique avec un de ses camarades. Ils savent pas trop sur quel pied danser, on sent qu'ils ont beaucoup d'attirance l'un pour l'autre mais il va jamais y avoir quelque chose de concret entre eux jusqu'au jour où ce camarade part à l'étranger et il revient. Et là, il annonce que lui, il adore les femmes, il a jamais aimé les hommes, son truc c'est les femmes, 100%, et du coup, il va d'ailleurs épouser une femme. Donc Maurice est un peu décontenancé à cette nouvelle, il va être assez déprimé, comme on peut le comprendre, il est perdu dans son orientation sexuelle, dans son identité, il a beaucoup de mal à naviguer dans cette société qui, du coup, pénalise complètement l'homosexualité, et il va essayer de se faire guérir. Je mets des gros guillemets à guérir parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas guérir d'une homosexualité, ce n'est pas une maladie. Mais du coup voilà, lui il va essayer de guérir sans succès, jusqu'au jour où en fait il va rencontrer un autre jeune homme qui lui est bisexuel et qui trouve ça complètement naturel. Et ça va être voilà, l'histoire de leur relation. Alors il va y avoir aussi une différence de classe entre ces deux personnes et du coup il va y avoir un peu tout ça qui va se mélanger. Ça va nous parler de dictats sociétaux, ça va nous parler d'homophobie, ça va nous parler de trouver son identité, d'être en accord avec soi. Et c'est très rare et du coup c'est pour ça que je vais le mentionner même si ça vous spoil un peu la fin. C'est un livre qui se termine bien. Et c'est vraiment très rare, puisque les livres en général qui comportent des relations homosexuelles ou des histoires d'amour homosexuelles finissent mal pour ses protagonistes. On a même une trope qui en est dérivée, ça s'appelle Bury Your Gay, donc vraiment enterrer vos gays. Et du coup, ça veut dire qu'en général, soit les histoires sont super toxiques, ça se passe très mal, soit la personne est complètement exclue socialement, soit un des protagonistes meurt, et du coup, ça en fait que des histoires tragiques et l'auteur était vraiment très convaincu qu'il y avait besoin d'avoir des histoires positives pour les personnes homosexuelles et on le remercie parce que du coup il nous a écrit un livre qui est vraiment très très chouette à lire. Il est assez court, il se lit bien, ça a ce côté, cette plume un petit peu ancienne du début du XXe siècle, donc ça donne l'impression de lire un peu un classique mais avec un twist assez moderne et du coup je vous encourage à le lire parce que je pense que c'est un des classiques de la littérature LGBT finalement et a raison, il est vraiment très chouette donc n'hésitez pas à vous lancer. Troisième livre de cette sélection, c'est La Madone au manteau de fourrure de Sabahattin Ali. Et alors c'est un petit peu particulier parce que bien qu'il ait été traduit en français, l'auteur à la base est turc, le livre a été publié je crois dans les années 1940, quelque chose comme ça.
Et en fait, bien que ça ait été traduit en français, il est super difficile, vraiment super difficile, de trouver la traduction française. Il y a la maison d'édition Le Serpent à Plumes qui en avait fait une traduction qui n'est plus disponible nulle part, c'est plus édité. Donc je pense qu'il faut plutôt s'intéresser aux bouquineries, aux circuits d'occasion. Et le truc, c'est que avec les circuits d'occasion, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va tomber dessus. Donc c'est vraiment très difficile de le trouver. J'ai même pas réussi à trouver l'e-book en français non plus. Donc je me suis rabattue sur la version anglaise, qui est du coup Madonna in a Fur Coat, qui a été éditée par la maison Penguin Books. Et ça a été traduit par Maureen Freely et Alexander Dave. Du coup, moi, j'ai lu cette version anglaise. Je vous avoue que ce livre est arrivé sur mon radar grâce au circuit anglophone, Booktube anglophone notamment, parce qu'il est revenu plusieurs fois dans plusieurs vidéos de créatrices de contenu que je suis et dont j'apprécie les prises de position et les lectures. Et du coup, je me suis lancée et j'ai très bien fait. C'est un roman qui va parler de Raif, un jeune homme qui en fait est envoyé à Berlin par son père pour apprendre la fabrication de savon, dans l'idée de revenir en Turquie pour pouvoir appliquer ces procédés à l'usine de savon qu'ils ont. Et au cours de ses pérégrinations, il va tomber sur une petite galerie d'artistes indépendants et sur un portrait qui va le chambouler entièrement. C'est la Madone au manteau de fourrure. C'est l'autoportrait en fait d'une jeune femme, d'une artiste peintre qui va commencer à l'obnubiler. Il va y aller tous les jours pour regarder ce portrait. Il est complètement fasciné par le regard, par le jeu de lumière, par le visage de ce portrait. Et en fait, un jour, le portrait va prendre vie puisque l'artiste va commencer à lui adresser la parole. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à se fréquenter. Donc au début, ça va être juste une amitié avec cette jeune femme qui s'appelle Maria. Et Maria, en fait, elle va tout de suite mettre ses limites. Elle va lui dire qu'elle cherche pas un homme normale, qu'elle n'est pas une femme normale, elle veut pas qu'il y ait d'ambiguïté entre eux, elle est persuadée qu'elle ne pourra jamais aimer personne et elle refuse que du coup leur relation soit entachée par ça. Elle lui dit qu'elle veut pas être contrôlée, qu'elle ne veut pas qu'il attende trop d'elle et en mettant ses limites en fait, elle va ouvrir la porte à une relation dans laquelle il est complètement ok de rentrer. Et en fait, l'histoire va nous être racontée vraiment du point de vue de Raif, qui est complètement fasciné par Maria, qui a envie d'être avec elle jour après jour, qui espère évidemment que ça aille plus loin, puisque lui, il en est quasiment fou amoureux depuis le premier regard. Mais il va laisser Maria venir petit à petit à lui. Leur relation va vraiment se prendre son temps pour évoluer et j'ai trouvé que c'était un très beau récit, non seulement pour l'histoire d'amour mais aussi parce que je me suis sentie très proche à certains moments à la fois de Raif et à la fois de Maria. Je trouve qu'ils ont des réflexions qui sont potentiellement intemporelles. Moi en tout cas je sais que je les ai eues et je les ai encore aujourd'hui. Donc ça me faisait un peu quelque chose de voir ça couché sur le papier, d'autant que c'est écrit par un auteur turc en 1940, donc j'ai envie de vous dire que c'est vraiment pas là où je pensais que je pourrais trouver une résonance. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a 2-3 passages qui m'ont un peu gênée. Par exemple, Maria, à un moment, dit qu'elle n'aime tellement pas les hommes qu'elle aurait aimé les femmes, mais que c'est pas naturel et qu'elle préfère ce qui est naturel. Ça, j'étais un petit peu... Alors, ok, 1940, mais calmons-nous. L'homosexualité n'est pas contre nature, au contraire, mais bon, il a fallu que je passe un peu outre ce petit passage qui m'a pas trop plu, mais tout le reste, et voilà, c'est sensible, c'est beau, c'est triste aussi, ça se finit pas forcément de la manière qu'on espère. C'est assez court à lire, c'est très accessible, enfin moi j'ai trouvé la plume vraiment très accessible, même en anglais ça se lit bien. C'est un roman un peu mélancolique en fait, qui parle de soi, de son rapport aux autres, qui parle de son rapport au monde et qui parle de relations, de comment en fait une personne peut devenir votre tout et sans pour autant s'oublier soi-même, comment est-ce qu'on peut grandir au contact des autres personnes, comment ces personnes-là peuvent nous aider à voir les choses différemment. Enfin bref, c'était vraiment un très beau livre, j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très chouette et je vous le conseille.
J'espère que les éditions françaises lui redonneront sa chance et qu'on pourra le retrouver à nouveau. Comme il a un tout petit succès, enfin il est en train d'avoir un petit succès outre-Atlantique et outre-Manche, je me dis qu'il y a peut-être moyen que les maisons d'édition françaises se disent il y a du bif à se faire, on va se lancer. Mais du coup voilà, c'était un chouette livre, j'ai beaucoup aimé le découvrir et c'est tout ce que j'ai à dire. On va arriver à la partie la plus drôle de la vidéo selon moi, puisqu'on va parler de contre-amour, et le premier livre pour ça va être La Vorace de Chelsea G. Summers, qui a été traduit par Jessica Shapiro. Il faut savoir que c'est édité par la maison d'édition Fayard dans leur collection Mazarine, et comment on veut dire, Fayard, depuis que ça a été racheté par Bolloré, ça a glissé à droite, voire très très à droite. La ligne éditoriale a vraiment subi un basculement. Et du coup, je comprendrais tout à fait que vous n'ayez pas envie de donner votre argent à cette maison d'édition. D'ailleurs, je vous invite même cordialement à vous procurer ce roman par d'autres moyens, si il vous intéresse. Donc, je ne vais pas forcément détailler les moyens, je pense que vous les connaissez. Je vais laisser ça comme ça. Mais du coup, c'est un livre que moi j'avais lu en anglais il y a quelques temps. Et du coup, quand j'ai vu qu'il a été traduit, je me suis dit, bah c'est trop cool. Et après, bon, je suis tombée de haut, quoi. Le titre en anglais, c'est A Certain Hunger, si jamais ça peut vous intéresser de le lire en version originale. Et du coup, donc La Vorace, c'est quoi? C'est l'histoire de Dorothy, qui est une femme de 50 ans, qui est critique gastronomique. Et en fait, elle a deux passions dans la vie, c'est la bouffe, enfin la nourriture, et le sexe. Et elle a une manière très très à elle de conjuguer les deux. Une manière un petit peu dérangée de conjuguer les deux. D'ailleurs, ses amants ne peuvent plus nous dire ce qu'il s'est passé, puisqu'ils ne sont plus là pour ça. Et j'ai trouvé que c'était un roman qui était assez fun, assez cathartique. Il y a une manière, la plume est assez particulière, parce que du coup, la narratrice a très très confiance en elle. Elle a une espèce de dédain, elle est vraiment dédaigneuse, elle est désabusée, enfin... Il y a une froideur et en même temps beaucoup d'humour noir dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle raconte, dans ce qui l'a menée à nous parler de son histoire. Et j'ai trouvé ça plutôt chouette. C'est pas un très très grand livre, genre c'est pas un chef-d'œuvre, c'était pas un énorme coup de cœur pour moi, mais avec du recul, je m'en souviens encore en fait. C'est un livre qui m'a divertie, j'ai trouvé ça un petit peu cathartique, un petit peu chouette. C'est le genre de livre qu'on lit vraiment juste... pour l'humour noir, pour le fait que ça aille vraiment très loin dans son idée. Et du coup, voilà. Donc c'était une lecture qui me semblait plutôt correspondre au contre-amour. Et je veux pas trop vous en dire parce que j'ai envie que vous découvriez quand même les choses si vous vous lancez par vous-même. Mais c'était plutôt chouette et donc je vous la conseille. Toujours dans le contre-amour et dans les jeunes femmes déchaînées, on va parler de Dirty Weekend d'Hélène Zahavi. C'est un roman qui a été traduit par Jean Hesch et pour le coup, il est sorti au début des années 90 et il faut savoir que c'est le dernier livre qui a fait l'objet d'une demande d'arrêt de publication pour immoralisme en Angleterre. Du coup, c'est pour vous dire à quel point les gens ont été gênés par ce qu'il s'y dit. Et on va suivre l'histoire de Bella, qui est une jeune femme très discrète, qui est assez seule et qui commence à en avoir vraiment très marre des hommes. Les hommes qui la touchent dans le métro, les hommes, son voisin qui la stalk, les hommes qui se permettent des remarques, les hommes qui ont toujours un regard libidineux sur elle, qui la traitent comme un objet. Et donc elle décide de prendre les choses en main et de commencer à se débarrasser de ces hommes-là. Et elle va commencer du coup à les tuer un par un et à devenir une serial killeuse. C'est un roman qui est un peu choquant, c'est gore, hein, faut pas se mentir. On va vraiment suivre la progression et la montée en puissance de cette jeune femme qui est arrivée à bout. Je le mets dans la sélection contre-amour parce que du coup ça me semble être vraiment à l'opposé de l'amour, vu qu'on est vraiment sur une idée de se débarrasser des mecs. Il y a un côté un peu féministe, il y a un côté un peu... je l'ai lu il y a quelques années, donc je pourrais pas m'en rappeler tous les détails. Je sais que moi je l'avais lu avec...
ça m'avait fait un peu rire. C'était un peu comme Baise-moi de Virginie Despentes. Il y a un côté assez cathartique dans cette violence. Et du coup, voilà, si vous aimez bien lire les femmes dérangées et les femmes qui sont complètement déchaînées, vous pouvez lire Dirty Weekend. C'est un livre que j'avais eu du mal à trouver. Je l'avais lu en version numérique et après j'avais eu du mal à le trouver en français, mais je suis tombée dessus en bouquinerie. Non, sur Vinted. Je ne sais plus. Dans le circuit du livre d'occasion, en tout cas, je suis tombée dessus et j'ai sauté dessus parce que, évidemment, ça m'avait beaucoup plu. Donc voilà, je vous le conseille. Dans ma sélection contre-amour, je pense qu'il tient la palme. Si vous voulez un livre qui vous parle de tout ce qu'il ne faut pas faire en amour, je vous conseille Mon mari de Maud Ventura. On va suivre la narratrice qui est obnubilée par son mari, et quand je dis qu'elle est obnubilée, c'est que le mari n'a même plus de nom, il ne sera jamais nommé tout au long du roman, c'est vraiment mon mari. Elle tient à ce terme parce qu'il se réfère à elle, il réfère la possession, c'est mon mari, et en même temps ça nous montre à quel point elle le place vraiment sur un piédestal. C'est vraiment une figure pour elle très importante dans sa vie. Elle est mère de 2 enfants, mais ces enfants elle en a un peu rien à faire, elle les a fait juste parce que son mari les voulait. Elle, ce qui l'intéresse, c'est son mari, le temps qu'elle passe avec lui, toutes les micro-expressions qu'il peut avoir, tous les termes qu'il peut dire, elle va tout analyser. Et au début c'est un petit peu perturbant parce que c'est vraiment... Alors moi je pensais que je faisais de l'overthinking, mais alors je pense que j'ai été battue à plat de couture. Et en fait j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'au fur et à mesure du roman, on se rend compte qu'il y a d'autres choses qui se cachent derrière cette fascination et cette obsession. Il y a d'autres choses dont on prend conscience sur le personnage de la narratrice, ce qui l'amène en fait à être aussi obnubilée par son mari. Et j'ai trouvé ça aussi très, très fort parce qu'il y a certains moments où je me suis reconnue, dans le sens où parfois effectivement moi aussi je décortique une manière de dire les choses. Quand quelque chose m'a blessée, je vais me dire attends, on va reprendre les choses, on va essayer d'être factuel. Il m'a dit ça, elle m'a dit ça, j'ai dit ça, ça s'est passé comme ça. Et en fait c'est ce qu'essaye de faire la narratrice, elle essaye d'être factuelle, pondérée, raisonnable, mais en même temps elle est complètement déraisonnable dans sa manière d'être, et j'ai trouvé ça du coup, ça tapait un peu trop proche de la maison, donc j'espère que je deviendrai pas comme ça, mais du coup voilà, c'était assez... j'ai senti un certain lien avec la narratrice, qui pourtant est aussi vraiment très agaçante, parce qu'elle est à fond dans cette idée de mon mari, mon mari, mon mari, elle n'a pas de vie en dehors de son mari, et voilà. Et en fait ça voilà, on suit du coup vraiment cette obstination sur une semaine entière, donc jour après jour, on suit un peu la montée en puissance de cette obsession. On va suivre aussi, voilà, on va en découvrir plus sur la narratrice à chaque fois, et c'est à chaque fois une petite surprise. J'avoue que je m'attendais pas forcément à cette fin. Enfin, il y avait des indices qui m'y faisaient penser, mais j'attendais une tournure vraiment différente. Et finalement, je suis pas mécontente. Je trouve juste que c'était un tout petit peu moins moins intense que ce que j'aurais préféré. Mais c'était quand même une lecture que j'ai dévorée en 2h30. Ça m'a vraiment embarquée. Faut se faire un peu à l'idée. La plume est assez particulière parce que la narratrice est en même temps très froide et en même temps on sent qu'elle est blindée d'anxiété, et du coup il y a un peu ce décalage entre je vous raconte ça de manière un peu lisse de course, très robotique, et à côté il y a c'est son anxiété qui prend vraiment vie en fait. Et du coup c'était une lecture que j'ai trouvée plutôt chouette. Je sais que Maud Ventura en a écrit un autre qui avait beaucoup été aimé par la bookosphère, qui s'appelle Célèbre. Moi j'avoue j'étais passée complètement à côté de la hype, et en fait j'ai lu Mon mari exprès pour ma sélection contre-amour, et je pense que j'ai bien fait, parce que vraiment c'est tout ce qu'il ne faut pas faire dans une relation amoureuse. Je pense que voilà, c'est le guide anti-relation amoureuse, et ça fait tout à fait sens du coup de vous le mettre dans cette sélection. Dernier livre, là je vous avoue je suis pas méga sûre de moi, parce que je suis pas sûre que ça rentre vraiment dans le contre-amour, mais je vais assumer mon choix. C'est Journal d'un vide d'Emi Yagi, et ça a été traduit par Mathilde Tamae Bouron. Emi Yagi est une autrice japonaise. Du coup, Journal d'un vide, c'est l'histoire d'une jeune femme, une trentaine d'années il me semble, qui est employée dans une entreprise, et elle est la seule femme employée. Et en fait, elle se rend compte que ce statut de seule femme fait qu'on lui confie toutes les tâches les moins intéressantes. Donc servir le café, aller chercher le courrier, nettoyer derrière ses collègues masculins.
Et un jour, elle en a marre, et en fait, elle refuse d'aller servir le café ou de faire quelconque tâche très peu intéressante, pardon. Elle refuse en disant qu'elle est enceinte. Sauf qu'elle l'est pas. Elle n'a personne dans sa vie, elle n'est pas du tout enceinte. Mais du coup, une fois que ce mensonge a franchi ses lèvres, il va falloir qu'elle joue avec. Et il va falloir qu'elle aille de plus en plus loin dans son mensonge pour ne pas perdre la face. Et elle va finir... Alors, c'est assez hallucinant parce que du coup, c'est une jeune femme qui va prendre la chose tellement à cœur qu'elle va aller s'informer sur les étapes de la grossesse. Elle va aller s'inventer vraiment une grossesse, une vie avec des étapes particulières, des rendez-vous chez l'échographiste qu'elle ne fera jamais. Elle va acheter un faux bidon, elle va essayer vraiment de pousser cet acte jusqu'au bout, à un tel point qu'à un moment donné, elle va plus ou moins se perdre dedans. Et je vous le mets dans cette sélection. Je vous dis pas comment ça se passe pour la fin, parce que je pense qu'il faut le découvrir. Il y a un passage un petit peu fantastique, halluciné, on sait pas trop dans lequel on se situe, et puis après on a la vraie fin, mais du coup il est assez court, il se lit bien, et je vous le mets dans cette sélection parce que je trouve ça assez incroyable que cette femme, pour lutter contre le sexisme, ait décidé de s'inventer une grossesse en fait. Vraiment, c'est un acte complètement... voilà, donc je me suis dit que c'était plutôt dans le thème, donc c'est pour ça que je vous en parle dans le contre-amour. Et c'est un petit roman qui paye pas de mine, mais qui est vraiment... moi j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé plonger dans la psyché de cette personne. On se dit, mais à quel moment en fait est-ce qu'elle va se réveiller? Est-ce qu'elle est vraiment en train d'y croire? Ou est-ce que c'est juste un acte, une manière de jouer? Voilà. Donc c'est vraiment un livre que je vous conseille. Et voilà. On en a fini avec cette sélection. Ça tombe aux alentours de la Saint-Valentin et c'est un peu fait exprès, je vous avoue. J'aurais pu aussi vous dire qu'il n'y a pas que l'amour romantique qui est intéressant, qu'on peut parler de beaucoup d'autres formes d'amour, et je pense que c'est important de se rappeler qu'il existe des formes très puissantes comme l'amitié, l'amour familial si vous l'éprouvez. Il y a des gens avec qui c'est un peu plus compliqué et ça c'est ok. Mais du coup l'amour romantique, on en parle et on en fait un peu le centre de nos vies, comme si on ne pouvait pas être vraiment épanoui sans amour romantique. Je pense que c'est pas vrai. Mais aujourd'hui, j'avais quand même envie de vous parler de l'amour et du contre-amour, d'essayer de faire un petit peu contre-pied à cette obsession pour l'amour romantique qu'on peut tous et toutes avoir. Et peut-être qu'un jour, je vous ferai aussi une vidéo sur les autres formes d'amour qui sont tout aussi importantes et qui sont tout aussi épanouissantes. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. J'espère quand même que ça vous a plu, que certains titres auront retenu votre attention. Moi, c'est une vidéo, la thématique m'a bien plu. J'avoue, j'étais un peu perdue. À un moment donné, j'ai fait une sélection qui me plaisait vraiment pas. Donc j'ai un petit peu viré, alors pas à 90 degrés, mais en tout cas j'ai fait quelques changements et j'ai lu des bouquins exprès pour cette sélection parce que j'avais envie de vous proposer quelque chose qui me corresponde un peu plus. Et du coup, voilà. Donc, je vais vous laisser là-dessus. On se redit à dans 15 jours pour mon bilan de février. Et d'ici là, je vous espère plein de bonnes choses. Salut!